Salut à tous, je reviens aujourd'hui avec un nouveau bilan lecture. Alors mes lectures que je vais vous présenter, c'est la globalité à peu près de mes lectures de février. Je vous en avais déjà présenté 2 dans le bilan précédent. J'ai pas eu un rythme de dingue, je trouve, ce mois-ci. En même temps, ça s'explique parce que j'ai lu plus de manga, donc forcément j'ai pris moins le temps de me concentrer sur des romans. Et d'ailleurs, j'avais un petit peu de mal d'ailleurs à me concentrer pour les romans, mais je sais pas trop pourquoi. Enfin bref, j'ai lu quand même. Donc du coup, j'ai attendu d'avoir assez de livres pour vous les présenter. Du coup, ça s'étale sur tout le mois. Donc les lectures que j'ai fait en début de mois, ils commencent un peu à s'étioler. Donc je vais faire avec les souvenirs qui me restent. Ce sera peut-être assez court, hein, désolé, je vais faire ce que je peux. Donc j'ai tout d'abord lu un livre numérique. Ça faisait très très longtemps. J'ai découvert un auteur par la même occasion. C'est La Nouvelle Amie de Stéphane Sanchez. Donc dans ce roman, Stéphane il revient sur un épisode de sa vie où il s'est lié d'amitié avec une femme et cette amitié s'est révélée assez toxique. Tout au début, cette femme est déjà en relation avec un autre homme, amicalement, et c'est un ami de Stéphane. Et du coup, Stéphane, par le biais de cet homme-là, va rencontrer cette femme, va commencer à discuter avec et va la trouver plutôt sympathique. Et l'autre homme, je ne sais plus comment il s'appelle, va lui dire « Écoute, méfie-toi, cette fille-là, elle est assez bizarre, reste un peu en retrait. » Et Stéphane, qui est de nature généreuse, gentil, voilà, il va vers elle sans vraiment se poser de questions. Tout va commencer par bien se passer et après, il va commencer à voir comme des incohérences. Vous savez, vous êtes ami avec quelqu'un, on vous dit blanc, après on vous dit noir. Au niveau de son comportement, elle va sans arrêt jouer le chaud et le froid. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Donc un roman que j'ai aimé, je vais dire que ma lecture a été quand même un petit peu mitigée. J'ai bien aimé déjà le format, c'était des chapitres assez courts, donc on a tendance à les enchaîner très très vite, et comme le roman n'est pas très très long, je l'ai lu en une soirée. Ça se lit bien. Alors, le petit hic qui m'a induit, je dirais, en erreur, c'est indiqué thriller psychologique, alors que pour moi c'est pas du tout un thriller. Hein. Mais absolument pas, puisque comme je vous le dis, on part sur un événement autobiographique. Donc Stéphane il va pas nous conter un truc où il est en train de cavaler dans les rues et avec un flingue à la main, quoi. Donc c'est dommage qu'ils aient mis cette donnée-là sur le dos du roman, parce que du coup ça influence le lecteur sur sa lecture, et au final on en ressort, je dirais pas déçu, mais pas avec ce que j'étais venu chercher. Donc vous vous doutez bien que comme c'est un roman autobiographique, il va pas se passer des trucs de fifou. Stéphane il est comme tout le monde, il a une vie normale, donc il va se passer des trucs bizarres avec cette femme qui va nous relater, mais à aucun moment il y aura des rebondissements de dingue, des cadavres dans les placards et compagnie. Ça reste assez tranquille entre guillemets, ça va plus se passer au niveau psychologique. Et à travers du coup cette relation qui va nouer amicale avec cette femme, Stéphane il va vouloir aussi nous montrer les dérives des réseaux sociaux en fait. Il nous présente cette femme qu'il prénomme elle. Du coup il garde la lumière de cette femme pour pas avoir de soucis derrière, ce qui est totalement compréhensible. Et en fait, cette femme, il va nous la décrire comme une Instagrammeuse qui a quand même pas mal d'abonnés sur son compte, qui fait à côté de ça des vidéos YouTube et qui cherche à en vouloir toujours plus. Elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a. Et ça reflète bien un peu la société actuelle où vous savez, vous avez 1000 abonnés, vous dites oh j'en ai 1000, ce serait bien que j'en ai 2000. Ah ce serait bien que j'en ai 3000. Il y en a beaucoup qui agissent comme ça. Et elle cherche absolument à atteindre la célébrité. Et c'est vrai que via les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tellement facile d'accéder au rang de personnes célèbres. Hier vous êtes personne et aujourd'hui vous êtes quelqu'un de reconnu sur les réseaux. Mais le travail n'est pas le même que comme vous savez des grandes stars américaines qui vont faire des castings pendant 10-15 ans avant d'avoir le rôle de leur vie et pouvoir enfin exploiter leur talent dans des films qu'ils pourront choisir. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Il va pouvoir mettre en garde aussi la jeunesse. Son but aussi, les jeunes personnes qui aujourd'hui vivent comme nous. Moi je sais qu'à l'âge que j'ai, j'arrive encore à avoir un certain retrait vis-à-vis des réseaux sociaux. Et je sais que des jeunes qui ont baigné dedans depuis tout petit ne vont pas avoir le même recul, le même regard non plus. Et du coup là, c'est ce qu'on va voir, que les réseaux, on sait, entre la personne que vous voyez, je vais prendre l'exemple de moi. Bon, je ne suis pas un tueur en série, je vous rassure. Mais vous me voyez derrière un écran. Voilà, je vais venir devant l'écran, je vais pas venir en faisant la gueule. Donc je vais être jovial, je vais être assez aimable. Mais la vision que vous avez de moi sur un écran va être tronquée par rapport à la vision réelle. Forcément, dans la vie, je ne suis pas qu'un monsieur qui parle de lecture. Un monsieur, oh, j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans dans la tête.
Je ne suis pas qu'un homme qui vient vous parler de lecture, je ne suis pas qu'un lecteur, je suis aussi d'autres choses. Je ne suis pas toujours souriant, je ne suis pas toujours aimable, je peux être chiant, je peux être en colère, je peux être plein de choses. Et du coup, ça va être un peu réducteur au niveau de l'image qu'on va renvoyer. Et du coup, on ne connaît jamais vraiment la personne qui est derrière. Et il va alerter aussi sur ce côté-là. Et c'était relativement intéressant. Le seul petit hic que je lui reprocherais, d'ailleurs je vous en ai parlé, parce qu'on est venu à discuter ensemble, c'est au niveau de ses émotions personnelles. Alors je sais pas si c'était de la pudeur de sa part, hein, je ne vais pas demander, ou si c'était voulu, mais je trouvais que j'aurais voulu connaître un peu plus ses ressentis, ses émotions, parce qu'on reste vraiment sur... il relate vraiment les faits en fait de ce qui s'est passé, sans vraiment faire un peu d'introspection sur lui-même. On n'arrive pas vraiment à savoir comment lui ressent la chose. Bon, si, il en parle, mais pas suffisamment, et du coup le côté psychologique que je vous disais est là, mais j'aurais voulu un petit peu plus, j'aurais voulu savoir lui comment intérieurement, émotionnellement il l'a vécu, et ça c'est pas assez présent. Et c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Comme je vous l'ai présenté dans le beaucoup dernièrement, Stéphane a eu la gentillesse de m'envoyer un service presse d'un autre de ses romans, qui est un thriller aussi. Pareil, je pense que Stéphane reste sur des romans assez courts, mais après c'est pas parce qu'il est court qu'il ne sera pas intense, ça ne veut rien dire. Et du coup je verrai avec celui-là où on part sur carrément une autre thématique, mais qui peut être tout aussi intéressante. Et d'ailleurs, le roman, j'ai oublié de vous dire, La Nouvelle Amie de Stéphane Sanchez est publié aux éditions du Poisson Volant, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Time Riders, Le Jour du Prédateur. Donc, pour l'instant, je tiens bon, je suis toujours dans les temps. En même temps, il y en a 9, hein, je suis qu'au deuxième, donc on est loin d'être à la ligne d'arrivée. Donc, de Alex Scarro aux éditions Nathan. Alors, je ne peux pas trop vous révéler, du coup, la quatrième de couve. Bon, sans vraiment spoiler, je pense qu'entre l'élément qu'il y a ici et celui qui est ici, on devine dans quelle époque nos amis vont se retrouver. Mais il n'y a pas que ça. Au tout début du roman, il va déjà étendre son univers sur ce qu'il a créé au niveau des voyages dans le temps, je ne vous en dis pas plus. Et ensuite, il va arriver cette histoire où on va repartir au temps des dinosaures. Et une fois de plus, j'ai été surpris. Alors, ça a moins marché que la dernière fois, mais ça vient de moi, parce qu'encore une fois, Laurent n'écoute jamais, ne s'écoute jamais, fait toujours n'importe quoi. J'ai fait quoi? Je suis parti avec une idée. Je me suis dit, c'est bon, on va avoir un Jurassic Park-like, pourchasse avec des dinosaures et tout, machin, bidule, ça va être trop bien. Oui, mais Laurent, tu sais que Alex Scarro, dans le tome 1, il a détourné la période historique, enfin détourné. Il en a fait autre chose que ce que... Il n'a pas été dans la facilité. Et là, c'est pareil. Il va aller sur autre chose. Pareil, je ne vous dis absolument rien. Et du coup, la première partie, j'étais un peu décontenancé. Donc j'ai vraiment bien aimé. Vous allez voir, il y aura tout un pan au début qui est vraiment sympathique. Donc avec un... sur l'univers du voyage dans le temps et puis sur les Time Riders. Ensuite, on va arriver chez les dinosaures. Et là, j'attendais ça, cette survie, ce truc-là. Et ça n'arrivait pas. Et arrivé à la moitié du roman, je me suis dit, oh, ça arrive quand? En fait, j'étais surpris, mais dans le mauvais sens. Je me dis, merde, c'est pas ce que je voulais, quoi. Donc, du coup, j'ai un peu traîné des pieds, on va dire. Et finalement, quand j'ai découvert la deuxième partie, je suis ah d'accord, je vois où il voulait en venir. Et ça s'est révélé au final vraiment sympathique. Jusqu'à la fin, j'ai vraiment aimé. Et je sais que je lirai le tome 3, parce qu'il y a des choses qui se passent ici. Je ne veux pas spoiler. Mais qui donne très envie de poursuivre l'aventure. Donc, après, j'ai été très content de retrouver les trois héros, Liam, Maddie et Sal. Hein. Franchement, au niveau de son univers, l'auteur, il arrive vraiment à creuser. Alors après, voilà, on est qu'au tome 2. Je sais pas si je dirais la même chose, arriver au tome 6 ou au tome 7. J'en sais rien. Moi, si je vais lire le tome 3, je vais voir. Et sinon, bien sympathique. Ça se lit super bien, ça se lit super vite. Un roman d'aventure, on se prend pas la tête. L'auteur, il maîtrise son truc sans en faire de trop, sans en partir dans des explications à la mort moelleux, comme je vous avais dit. Et c'est relativement sympathique. Donc le 3 sera présent en vidéo bientôt. Ensuite, c'est le tirage au sort de la petite boîte, là, vous savez, les abonnés, où j'avais tiré un thriller qui est Je te vois de Teresa Driscoll aux éditions City Poche. Alors ici, si vous vous souvenez, on suivait Ella qui prend le train. Et arrivée dans le train, elle voit devant elle, il y a deux jeunes filles, deux adolescentes, et deux mecs qui montent dans le train et qui ont tous les deux à la main un sac poubelle. Donc elle, c'est à l'intérieur... Voilà, enfin c'est comme tout le monde, on a tous un sac à main ou un sac, et là tu vois deux mecs qui se baladent avec sac poubelle, ça te tique un peu quoi. Donc c'est tout, les mecs s'installent dans le train, commencent à discuter avec les jeunes filles qui sont devant, et Ella n'est pas loin, du coup elle tend l'oreille pour écouter ce qui se passe. En même temps, quand tu es dans le train et que tu n'as rien à faire, il y a toujours cette curiosité qui est un peu présente. Elle les écoute et elle trouve que très vite, et là est quand même une femme d'âge mûr,
Elle écoute et elle se dit, avec le sourire aux lèvres, voilà, les petits gars ils sont en train d'essayer d'endormir les deux gamines pour essayer de dragouiller, tout ça. Elle voit le truc venir, elle trouve ça mignon, ça lui rappelle un peu elle quand elle était jeune et tout, machin. Et puis au bout d'un moment, elle va commencer à tiquer parce que les mecs vont commencer à dire des trucs un peu chelous, comme quoi ils sortent de prison et tout. Et là elle se dit, waouh, elle dit les filles, ils les ont plus ou moins endormis et derrière il leur dit ça, enfin qu'elle se méfie un petit peu. Et les filles, elles disent où elles vont, pourquoi, elles sont que toutes les deux. Les mecs en profitent en se disant, bah c'est bien, il n'y a que les deux filles, c'est tout bénef pour nous. Et là, elle se dit, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas laisser ça là, moi aussi je suis mère, j'aimerais pas que mes filles se fassent embarquer par deux mecs qui sont vraiment bizarres, en plus voilà, qui sortent des repris de justice ou je ne sais quoi. Faut pas qu'elle laisse ça là, quoi. Et elle essaye, du coup, il y a un moment, il y a une des filles qui s'en va avec un des gars. Elle essaye de suivre la fille pour lui parler, mais il y a un élément qui fait qu'elle ne pourra pas. Et peu de temps après, elle apprend aux infos que une des deux filles a disparu. Elle est sous le choc. Elle se dit, mais j'ai rien fait en fait. Elle commence à s'en vouloir à mort parce qu'elle se dit, j'étais là, j'ai voulu faire quelque chose et au final, je n'ai rien fait. La fille aujourd'hui, elle a disparu quelque part, c'est de ma faute. Donc ça va faire les gros titres des médias papier ou des médias télévisés. Et quand on reprend le récit peu de temps après, parce que tout se passe sur le premier chapitre, quand on reprend le récit, c'est 1 an plus tard. Et on va retrouver cette femme 1 an après, ce qu'elle pense et tout ça. Il décide aussi à la télé, pour les 1 an, de refaire un documentaire sur cette fille qu'on n'a toujours pas retrouvée. Et là, qui est toujours dans cette culpabilité de savoir pourquoi, comment. Et par intermittence, on va découvrir aussi ce qui s'est passé pendant ces 1 an suite à cette tragédie. Alors dans ce roman, on va suivre plusieurs personnages. On va d'abord suivre Ella. On va suivre également la famille de la fille qui est disparue. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, cette fille. Enfin bref. On va suivre également sa meilleure amie, du coup, qui était avec elle. Et elle, vis-à-vis de sa famille, comment ça va se passer. Et on va suivre également un détective privé qui a été embauché par Ella parce qu'Ella, 1 an après, elle va commencer à recevoir des menaces par courrier. Il y a un corbeau qui lui écrit et elle ne sait pas pourquoi et tout ça. Donc elle embauche un détective privé pour qu'il mène l'enquête et savoir ce qui se passe. Alors moi, un roman que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on est vraiment sur un thriller, on n'est pas sur une enquête policière. Et en dehors du fait de cette histoire de disparition, où on va être sur chercher des indices, le pourquoi, du comment, l'autrice, elle va choisir de mettre en avant cette idée de parentalité, de culpabilité aussi, c'est-à-dire parentalité, on va suivre cette femme qui est maman, et qui se pose 1001 questions parce qu'elle se dit pourquoi je n'ai pas cherché à sauver ces deux gamines, à dénoncer, à les délivrer des griffes de ces deux gars, pourquoi j'ai laissé faire parce qu'au final la fille n'est plus là, c'est de ma faute, moi qu'est-ce que j'aurais fait si mon fils ça lui était arrivé. On va voir également du coup le point de vue de la famille dont l'enfant a disparu, et à chaque fois vous allez voir un angle différent par rapport aux conséquences que peuvent avoir ce genre de faits en fait. Et j'ai trouvé ça super intéressant, donc il y a un côté psychologique qui est vraiment bien trouvé. Au niveau du rythme, c'est simple, on est sur un page turner, parce que les chapitres ne sont pas trop longs, et plus ou moins chaque chapitre va être comme un cliffhanger en fait, où vous avez envie de continuer à tourner les pages. Parce que du coup, le fait de cette disparition et de la tragédie que ça a engendré, tout le monde va être sous le poids de la culpabilité, parce que cette thématique-là va aussi être mise en avant, et du coup, dans chaque personnage, parce que vous allez avoir Ella, comme je vous dis, pour la famille qui a disparu, on va suivre le point de vue du père. Et du coup, et après, donc on va suivre la meilleure amie également, qui était là le soir du drame, et enfin le jour où elle a disparu, elle était avec elle, et à un moment où voilà, il s'est passé le fait qu'elle n'était plus là, quoi. Et cette fille-là, pareil, et que ce soit un des trois, ils ont tous quelque chose à cacher. Et le fait de cette tragédie va faire ressortir quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Tout le long, il va avoir des flashs, et là on va se dire, merde, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et du coup, l'autrice arrive à vous appâter, vous savez. Sans en faire trop, je trouve qu'au niveau de l'écriture, elle n'en fait pas trop. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, c'est bon. Alors moi, j'aime bien hein, qu'on me tease comme ça. Hein. Mais arrivé aux moitié du roman, si ça n'avance pas, au bout d'un moment, arrête. Mais bon, tout se goupille bien. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment sympathique. Alors, il n'y a eu aucune prétention, je trouve, dans son écriture ou dans son histoire. Elle n'a pas voulu en faire des caisses, elle n'a pas voulu faire des twists de malades, de trucs, de machins qui sortent de derrière les fagots. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est restée sur une ligne d'écriture et d'histoire où elle voulait vraiment mettre en avant cette idée de culpabilité et de parentalité. Et du coup, quand on arrive au bout, la boucle est bouclée. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Je m'en souviendrai pas toute ma vie, hein, c'est pas un coup de cœur ni rien, mais
Vous voyez, je peux tomber demain sur un livre d'elle, j'y retournerai peut-être. Et je comprends quand ils disent que ça a été un best-seller dans le monde entier. Alors moi, je me méfie toujours de ces phrases-là. On voit derrière que c'est marqué qu'elle est Teresa Driscoll et journaliste spécialisée dans les faits divers. Donc je pense que ça a aidé. Mais franchement, sympathique. Alors il y a un truc qui m'a un peu choqué au début et finalement qui m'a aidé. C'est dans la construction du récit. Par exemple, au début, vous suivez Ella, et quand les chapitres commencent, on vous marque le témoin. Quand vous allez suivre le père de la fille qui a été disparue, ils vont mettre le père, la meilleure amie. Et au début, je trouvais ça un peu chelou, les premiers chapitres, parce que je me dis, ouais, enfin, j'ai l'impression... Comme ce n'était un reportage. Vous savez, quand on fait un reportage sur une disparition, et on vous met en dessous le nom du père, et avec écrit le père. Et que chacun venait relater les faits et ce qui s'était passé. Alors que c'était pas ça, en fait, on nous narrait une histoire. Et là, je me dis, mince. Donc ça m'a un peu chamboulé au début, mais après, finalement, c'était pas plus mal, parce que moi qui ai du mal avec les prénoms, ben, quand je voyais le père, je suis d'accord, je sais le point de vue qu'on suit, et j'ai arrivé à m'y retrouver. Donc de ce point de vue pratique, c'était vraiment sympa. Et également, le point de vue où c'est raconté peut changer, parce que quand on est avec Ella, elle va parler au point de vue du je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Alors que quand on va passer au père et tout ça, on passe à la troisième personne du singulier, on passe à il. Donc c'est un peu désarçonnant au début, mais en même temps je trouve que c'est normal, parce que Ella reste quand même entre guillemets le point central de l'histoire. C'est plus ou moins à cause d'elle que tout arrive, enfin, que à cause d'elle. C'est d'elle que naît l'histoire. Donc vraiment, j'avais jamais lu de livre de chez City Post, je crois. Et franchement, bah, j'en ai encore un ou deux, je crois, dans ma palle. Ouais, j'en ai encore deux. Donc je me dis que ça peut être sympathique. C'est une petite maison d'édition, je saurais maintenant que je peux me diriger vers eux. Donc si vous voulez un petit thriller, pas de prise de tête, psychologique, parce que moi vous savez que j'adore ça, je trouve que ça fait le job. Et c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai lu en LC avec Ludo, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, Tepuis de François Baranger. Donc ici, on part sur carrément autre chose, parce que c'est déjà édité chez Pocket dans la collection SF, donc on est, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on va suivre Ruse qui se réveille dans la forêt vénézuélienne, amnésique, elle se rappelle plus de ce qui s'est passé, elle se réveille d'un seul coup, elle est accrochée dans un arbre, elle sait pas où elle sait pas ce qu'elle fait, elle a le corps qui est douloureux de partout, elle finit par comprendre qu'elle a voulu sauter en parachute, qu'elle s'est ratée et qu'elle s'est ramassée dans l'arbre, quoi. Et c'est tout ce dont elle se souvient, elle sait comment elle s'appelle, mais ça s'arrête là. Elle sait pas comment elle est arrivée là, pourquoi, enfin elle se pose mille et une questions. Et elle se rend compte au bout d'un moment qu'elle a une espèce de talkie-walkie sur elle qui se met à grésiller et il y a quelqu'un qui commence à lui parler. Donc elle discute avec lui, hein. Et lui dit qu'il la connaît, qu'ils étaient ensemble et que là, faut qu'ils se rejoignent, ils ont des trucs à faire. Donc la voix est assez rapide, on sent qu'il y a une certaine menace, il y a quelque chose. Donc Ruse elle dit ok, de toute façon elle n'a pas le choix, elle a que lui comme contact, donc qu'elle ait confiance ou pas, c'est ça où elle attend là et elle va finir par mourir avec les blessures qu'elle a, quoi, parce qu'elle est franchement, elle est fracassée de partout la meuf. Et voilà, donc je n'en dirai pas plus, je sais que j'ai été assez court, alors je sais pas comment je vais vous en parler sans faire de boulettes. Donc moi le premier souci que j'ai eu avec ce roman, alors j'avais très envie de le lire, parce que pour moi je m'attendais à un truc un peu à la Indiana Jones, vous vous retrouvez dans la jungle, livre de SF, vous vous dites, il va se passer des trucs un peu chelous, ça peut être pas mal. En plus moi tout ce qui est, donc les tepuis par exemple, vous voyez un tepuis c'est ça, c'est une grotte souterraine avec une jungle et tout. Et quand j'ai commencé ça, je me suis dit vas-y, ça va me... Je vais sortir de ma zone de confort. Moi, des trucs comme ça, j'en lis jamais. Et je dis un truc un petit peu à mi-chemin entre Tomb Raider, vous voyez, Indiana Jones. Mais par contre, qu'est-ce que c'est long à démarrer. Écoutez, je l'ai lu en LC. Je pense que si je l'avais pas lu en LC, je l'aurais pas fini. Franchement, le livre fait 500 pages. Arrivé à 250 pages, je me suis dit, mais ça bouge quand? Ah, puis ça a fini par bouger. Je trouve que le début, même s'il y a une immersion qui est quand même là, en ce qui concerne la jungle et tout, franchement, on y est. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais alors à côté, qu'est-ce que c'est long? Mais je fais quand est-ce que ça décolle? Alors il commence, somme toute logique. L'auteur nous présente Ruse. Le mec qui lui parle, c'est Chris. Et en fait, un chapitre va correspondre à un personnage. Donc à un moment, vous allez suivre Ruse, à un moment, vous allez suivre Chris. Ensuite, vous allez suivre d'autres personnages. Mais les 250 premières pages, moi j'ai trouvé que c'était trop long. Le roman aurait fait 100 pages de moins. Ça aurait marché pareil, quoi. C'est très long à démarrer. En plus... on avait découpé le roman sur 7 jours. Donc quand tu arrivais à la fin d'une partie, à chaque fois tu avais ce petit truc qui dit ah putain j'arrête au mauvais moment, ça y est, ça va démarrer. Et le lendemain je reprenais avec joie, je me dis ça y est, enfin on va décoller dans l'histoire.
Et tu dis, tu fais, on n'a toujours pas démarré. J'ai trouvé qu'il y avait des personnages, des histoires qui avaient besoin d'être là. Je reste flou, c'est volontaire. Et au final, je me dis, ouais, tout ça pour ça. Enfin, j'ai trouvé que ça servait l'histoire. Attention, hein, je ne dis pas que ça la servait pas. Mais c'était pas non plus indispensable. Enfin, moi, j'ai trouvé. Par contre, le pourquoi du comment on est dans le avec cette histoire de Tepuis, ça, je l'ai pas vu venir. Et ça, je l'ai trouvé relativement intéressant. C'est dommage que ça arrive tard dans le récit. Parce que la deuxième partie, je l'ai beaucoup plus bouffé que la première. Une fois qu'il s'est vraiment mis dedans, l'auteur, là, j'étais vraiment au taquet. Comme je vous dis, il y a certains personnages que j'ai trouvé pas inutiles, mais moins intéressants que d'autres, moins justifiés, parce qu'ils vont être présents au début du roman, et arriver par la suite, on les voit plus, et tu te dis, bah, ils servaient à quoi, en fait? Même s'ils servent, ils servent. Mais il y a certains personnages, j'ai trouvé que il y a toute une partie de l'histoire où c'est vraiment cliché et caricatural. Il y a vraiment un moment où... quand vous lisez ça, vous avez déjà vu des films à la Indiana Jones et tout ça. Bon, c'est pas vraiment comme Indiana Jones, attention, hein, c'est juste que je fais une comparaison pour essayer de m'en rapprocher. C'est encore différent. Mais il y a un peu de ça, un petit peu. Et quand vous lisez ça, vous dites, ouais. Enfin, il y a certains passages qui sont décrits, certaines actions, certaines réactions de personnages où c'est très caricatural, c'est des trucs qu'on a vu 1000 fois, quoi. Donc ces genres de livres, au cinéma, ce serait un film, vous savez, le gros blockbuster, le film popcorn où tu vas juste pour l'action et ce qui se passe, ben ce sera ça. Faut pas non plus aller chercher, même si c'est quand même travaillé, parce qu'il y a tout un aspect scientifique dans le roman où je trouve qu'on sent que l'auteur a travaillé en amont son sujet pour nous le retranscrire de façon assez simple et franchement intéressante. Donc il y a quand même des points, je dirais pas que la lecture était mauvaise. Moi, c'est vraiment la première partie qui m'a vraiment posé souci. Donc, il faut savoir que l'auteur a également fait la couverture. Et pour le coup, je trouve que il s'en sort plutôt pas mal. Donc, ça reste un roman sympathique. Enfin, je m'en rappellerai plus dans pas longtemps. Hein. Ça va très vite s'oublier de ma mémoire. Vous voulez un livre pas prise de tête, qui vous dépayse un peu. Voilà, ça fait le job. C'est sympathique. Ou même lecture, lecture divertissante. C'est bien fait, je trouve. Le seul vraiment gros reproche que j'aurais, moi, c'est qu'il y a certains personnages, certains trucs qu'on voit arriver. Quand on le voit arriver, bon, j'ai pas levé les yeux au ciel, mais je me dis, ouais, on l'a déjà vu, quoi. Et le début qui est un peu laborieux avant que ça commence vraiment à marcher, c'est les deux seuls reproches que j'aurais à lui faire. Mais ça reste relativement sympa si vous voulez un truc d'aventure dans la jungle. Allez-y, ça peut le faire. Et, grande nouvelle, j'ai enfin eu un coup de cœur. Il était temps, je n'y croyais plus. On arrivait mi-février, je dis mais il est où? Il est en retard, il arrivera à quelle heure? Bon, c'est un petit peu un coup de cœur, c'est un petit peu compliqué. Parce que c'est une lecture que j'ai commencé l'année dernière et que j'ai fini cette année. Donc je parle de L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc j'ai commencé cette petite briquette l'année dernière lors d'une lecture commune où j'avais lu les deux premières parties, je n'avais pas lu la dernière. Bon, il y a eu un petit problème, c'est qu'en fait, L'Assassin Royal, au niveau des parutions françaises, c'est un peu le bazar. Mais en gros, pour faire simple, si je vous résumais cette intégrale-là, il contient le tome 1 et le tome 2. Et le tome 2 est divisé en deux parties. Donc vous avez, attendez si je vous dis les titres, vous avez l'apprenti assassin qui va correspondre au premier tome. Et ensuite, le deuxième tome, vous avez L'Assassin Royal, qui va comprendre également la nef du crépuscule. Donc il est divisé en trois parties, vous voyez, là vous avez 2 et 3. Donc moi je me suis arrêté à la fin de la deuxième partie, mais en fait c'est comme si je m'étais arrêté, j'avais mis en pause à un roman en plein milieu, quoi. Mais je ne savais pas à l'époque. Donc j'ai repris là, et c'est un bonheur, quoi. Un bonheur, alors... pour l'histoire, je peux essayer de vous la résumer vraiment très très vite, hein. Je pense que tout le monde la connaît plus ou moins. Donc on va suivre l'histoire de Fitz Chevalerie, un enfant bâtard qui est né des infidélités du futur roi et qui s'appelle du coup Chevalerie. Et du coup cet enfant est quand même accueilli au sein du château parce que il a quand même du sang royal, donc vis-à-vis de l'image publique et vis-à-vis du peuple, on ne peut pas laisser l'enfant comme ça n'importe où, donc il l'accueille au château. Il n'aura jamais un rôle très important, il va devenir écuyer au début du récit. Et voilà, bon, moi on ne laisse pas mourir de faim, il ne faut pas non plus qu'il y ait une mauvaise image. À côté de ça, le futur roi, donc Chevalerie, lui va s'exiler parce qu'il a fait une faute. Il reconnaît, il l'assume et lui s'en va. Donc du coup, ils sont 3 enfants en dessous du roi et ce sera un des 2 autres qui va hériter du trône. Et du coup, à partir de ce postulat-là qui est très simple, on se trouve dans le domaine des 6 duchés.
Et on va suivre la vie de Fitz à partir de, je sais plus, 5-6 ans je crois, et ça va être narré de son point de vue à lui. Quand le roman débute, on sait que Fitz est vieux et qu'il commence à écrire ses mémoires en fait. Et du coup, il va remonter au tout début de sa vie, et il va tout nous relater. Donc franchement, j'avais très très peur, parce que moi quand j'avais commencé la fantasy, tout le monde me disait « Lis l'Assassin Royal, tu verras, c'est le feu, c'est trop bien ». Moi je me dis « Ouais, enfin Robin Hobb, elle a une réputation de ouf ». Je me dis « L'Assassin Royal, tout à l'heure, c'est super dur à lire. Je vais pas y arriver, ça a l'air dense, tu prends ça, t'as pas trop la confiance quoi, parce que honnêtement, puis dedans c'est pas écrit très très gros, hein, donc tu te dis, ouais, bon, t'as un peu la flip, et au final ça passe tout seul. Mais ça passe crème, hein, parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte où je trouve que Robin Hobb là-dessus, elle est super intelligente dans ce qu'elle a fait quoi. Déjà tout se passe du point de vue de Fitz, donc à aucun moment vous n'êtes perdu. Vous n'êtes pas dans un récit à plusieurs voix, vous ne suivez qu'un personnage, donc on verra tout à travers ses yeux. Donc les personnages, tu les connais en fait. Tous ceux qui vont côtoyer le héros principal. En plus, vous le suivez dès qu'il a 5 ans, donc ça se passe relativement... dans les 3 premiers, parce que j'ai pas lu la suite encore, dans cette première intégrale, on reste principalement dans le château. Donc il va croiser plus ou moins les mêmes personnes, il va entrer en interaction avec certaines personnes. Et le petit plus, c'est que Robin Hobb est loin d'être bête. Elle a donné des noms à ces personnages qui reflètent une partie de leur caractère. C'est-à-dire que vous avez par exemple le prince Vérité. C'est quelqu'un qui va être très honnête, qui dit toujours la vérité. Vous avez l'autre prince qui s'appelle Royal, qui est un peu pédant. Attention c'est moi, attention moi j'arrive, pousse-toi de là que je m'y mets. Tu vois ce genre de personnage, et lui s'appelle Royal. Ça va refléter ça. Il y en a plein, il y a une autre femme à qui Fitz va parler qui s'appelle Dame Patience. Donc, il y en a d'autres qui ont des prénoms plus ordinaires, mais ça, c'est génial. Franchement, du coup, on ne se perd pas. Moi, qui est du genre à pas avoir de mémoire, quand j'ai repris la dernière partie de cette intégrale, je me suis vite remis dedans. En plus, au niveau des actions, il s'était pas passé un truc de fifou, oui, parce que l'Assassin Royal, Robin Hobb prend son temps. Mais honnêtement, quand je suis arrivé à la fin du récit de cette première intégrale, je me suis dit, mais en fait, c'était nécessaire. Elle veut vraiment que le lecteur... Donc du coup, on va être très proche de Fitz, puisqu'on voit tout de son point de vue. Elle veut vraiment qu'on entre en empathie avec lui, en fait. Et du coup, on va s'attacher à ce personnage qui n'a rien du super-héros, de l'élu, de quoi ou qu'est-ce. En grandissant, il fait des bêtises. Son destin, il le subit plus qu'il l'accepte. Parce que voilà, dès le début, il est né, on lui reproche d'être un bâtard. Il appartient ni à une caste ni à une autre, parce qu'il n'est ni un enfant du peuple, parce que voilà, il est quand même issu, son père était de sang royal, et de l'autre côté, il n'est pas vraiment de sang royal, puisqu'il a du sang impur, entre guillemets, impur. Sang du peuple. Donc en fait, il a le cul entre deux chaises, Fitz, et il peut ni appartenir à l'un, ni appartenir à l'autre groupe. Derrière, du coup, il va arriver au château, forcément, on va le regarder de travers, hein, vous vous rendez compte, c'est l'enfant, c'est celui qui est issu de l'infidélité du prince, et du coup, Chevalerie, il est parti à cause de lui, enfin, il en prend plein la tête, il a insulté sans arrêt de bâtard, enfin, c'est assez compliqué. Et il y a d'autres petites choses aussi, je ne peux pas tout vous dire. Mais du coup, il est très très humain. Il fait plein de bêtises, parce que forcément, il répond à ses émotions, et des fois il est en colère, des fois il est triste, donc il va faire des trucs qui vont pas passer par la tête, quoi. Il va pas être dans la réflexion, il va agir par instinct, et des fois il va faire des trucs qu'il ne faut pas faire. À côté de ça, on va être vraiment dans un récit de fantaisie médiévale, comme on dit. Vous aurez peu de magie, il va y en avoir, il y a quand même des éléments magiques, mais je trouve que les éléments magiques qui sont présentés ici vont vraiment s'additionner à la psychologie des personnages. Il y a vraiment un enjeu entre les deux qui est vraiment intéressant. Après, vous avez tout l'univers. L'univers, on en sait peu de choses. Souvent, quand elle ouvre ces chapitres, Robin Hobb... Alors, attends, je vais vous montrer. Vous avez toujours une partie écrite en italique. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, parce que moi je vois rien. Vous avez toute une partie souvent qui est en italique au début, avant d'avoir, vous savez, une étoile et de repasser à un récit ordinaire. Et à chaque début de chapitre, elle va nous révéler un élément de son univers. Donc ça peut être une région de ce monde-là, ça peut être un personnage, ça peut être issu du folklore et des légendes. Et du coup, vous vous immergez petit à petit dans ce monde qu'elle a inventé. Par exemple, je ne sais pas, si Fitz, à un moment, il doit se rendre dans telle ville ou telle région. Paf, au début du chapitre, elle va vous dire, cette région-là, c'est ça, 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 et pouf. Et elle repasse sur l'introspection avec Fitz.
Et j'ai trouvé ça mais super sympa parce qu'on n'est pas enseveli sous les détails. Du coup on suit vraiment le personnage. Alors après c'est sûr que moi ça a été crescendo. Le premier tome j'ai trouvé ça sympa, je trouvais qu'il se passait rien. Je me suis un petit peu ennuyé. Et la première partie du deuxième tome je me suis dit ah c'est déjà mieux. En plus la fin était... Enfin la fin, c'est pas vraiment la fin puisqu'on est à la moitié du tome 2. Il y avait un truc qui m'a dit mais c'est le feu, et j'ai lu le dernier tome et j'ai trouvé le dernier tome. La deuxième partie du deuxième tome c'est compliqué. Et je me suis dit ouais mais là ça le fait grave. Fitz j'adore et tout. Alors je sais pas, pour la suite je verrai, je vais dire ça bientôt. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi je trouve qu'à la fin de ce tome 1, de cette intégrale 1, elle a vraiment pris le temps de poser ses pions, elle prend le lecteur par la main, elle fait viens je vais t'expliquer des choses. Et petit à petit le mécanisme se met en route et là tu vois les enjeux qui se mettent en place. Et pour l'instant, on n'en est qu'au début. Avec tout ça, les enjeux, on est loin d'avoir tout vu, je pense. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je rejoins les gens qui disent que c'est une œuvre qui est culte. Bon, alors attention, Laurent va pas trop s'enflammer, je n'ai lu que la première partie. Il y a on est quand même sur la première partie de la première époque. Et l'Assassin Royal, il y a quand même 3 époques. Donc on est loin d'être au bout de nos peines. Mais ouais, et la plume de Robin Hobb, elle est très fluide, elle est très accessible. Mais en même temps, je trouve qu'elle est quand même soutenue. Elle fait quand même des belles phrases. On reste pas sur quelque chose de trop sain. Même au niveau de ses dialogues, moi je trouve que ces dialogues, c'est ciselé, il y a des moments, il y a des pics qui se lancent, des trucs, et je trouvais que c'était... même ce jeu-là était vraiment très 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 bien trouvé. Après voilà, c'est accessible, je trouve qu'on est vraiment à mi-chemin entre la saga accessible par tout le monde, mais pas la saga non plus trop simple. Bon, c'est pour... on peut le lire déjà à l'adolescence, mais je trouve que je n'ai pas senti de décalage, moi étant adulte, et ayant lu un truc qui est... Je ne sais pas si c'est destiné à la base pour les adolescents, mais que ce soit l'un ou l'autre public, on s'y retrouve tous. Si vous voulez commencer la fantasy, allez-y, quoi, vous pouvez partir là-dessus. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de prendre cette intégrale-là, parce que moi, je suis amoureux des couvertures de J'ai lu dans cette collection, je les trouve absolument magnifiques. Mais vous avez aussi les... Par exemple, comme je vous disais, vous avez l'équivalent, vous avez 3 parties, mais l'équivalent du tome 1 et tome 2, et vous les 3 parties, vous les avez aussi en poche à l'unité. Donc ça peut vous paraître moins long, peut-être que ce sera écrit plus gros, parce que je peux vous dire que quand vous lisez et que vous en êtes là, c'est un coup à se défoncer le poignet. Mais il existe plein de versions de ce livre-là, mais j'ai vraiment surkiffé. Petite mention pour moi, mon personnage préféré dans cette première partie de l'Assassin Royal première époque, le fou. J'ai trouvé ce personnage absolument génial, très imprévisible, mais en même temps très touchant. J'ai kiffé. Hein, je les aime tous, je les déteste. Alors il y a certains personnages qu'on adore, il y en a d'autres qu'on déteste. Mais c'est tellement bien. Et vous sentez que quand vous finissez quand même cette première brique, que Robin Hobb elle est loin d'avoir tout montré, quoi. Et là tu te dis, là ça va vraiment démarrer, quoi. Et vous vous rendez compte qu'on va seulement démarrer l'histoire. Enfin c'est le sentiment que j'ai. Et en même temps... T'es déjà à fond avec les personnages, mais voilà, c'est une fantasy qui va vraiment reposer sur les personnages. Avant de reposer sur son univers ou sur son système de magie. C'est vraiment les personnages qui vont être les piliers de cette histoire. Je verrai bien quand j'aurai lu la suite et que je reviendrai vous en parler, mais c'était le feu. Le feu. On revient là-dessus vite fait. Et voilà, c'était mon challenge 2022, c'était le deuxième titre que je devais lire pour février, et c'est un abandon. Donc c'était Les Royaumes du Mur de Robert Silverberg. Ici dans une vieille édition du livre de poche, un livre que j'avais depuis au moins 25 ans dans ma palle. J'ai lu 150 pages je crois et j'ai abandonné. Donc en gros à l'histoire, on est dans un autre monde, on ne sait pas où exactement, où il y a un village qui est au pied d'une immense montagne. Et tous les ans il y a un périple qui est organisé pour que 40 personnes se rendent en haut de la montagne et aillent parler aux dieux. Manque de bol, depuis des années, les voyageurs ne reviennent pas et ceux qui reviennent ont perdu la raison. On les appelle des revenants d'ailleurs. Et on ne peut rien se tirer d'eux. Ils sont plus ou moins sacrés, on les met dans un coin, ils sont ensemble. Et tous les ans ça recommence. Et tous les ans les gens partent et personne ne revient. Et tout le monde veut réitérer le prodige qu'il y a eu il y a des années où un homme est monté jusqu'en haut, a pu discuter avec les dieux et est redescendu avec un savoir. Donc il a appris à son peuple à faire du feu, à jardiner, à avoir un côté un peu plus civilisé. Et du coup, dedans, on va suivre Poilard Bancroche, qui lui finit par être persuadé avec son ami qui s'appelle je ne sais plus comment, de faire justement ce voyage. 4 ans de formation avant.
Et pour réitérer, parce que c'est son grand-père qui a réussi à monter, ou son arrière-grand-père, qui a réussi cet exploit de redescendre en apprenant des choses. Et Poilard se dit pourquoi pas, parce que mon peuple, il reste un peu, il stagne en fait. Ils apprennent plus rien. Et puis aussi ce mystère de savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, pourquoi les gens ne reviennent pas. Donc moi j'ai lu les 100 premières pages, vous allez avoir à peu près tout ce qui se passe, la formation et tout, Poilard, machin. Et ensuite il y a ce périple qui commence. Moi je trouve que ça faisait trop schématique, c'était un chapitre, une action, enfin c'était un peu lourdingue. Le récit il date, je sais pas de quand, mais il date un petit peu... ouais, 92-93, donc ça date un petit peu. SF, moi j'aurais plus vu ça dans la fantasy, mais bon, c'est SF. Je trouve que le personnage principal est un peu bête comme ses pieds, parce qu'il a son super pote qui est là à chaque fois, et qui lui fait des réflexions, et lui il fait « Ah ouais, j'ai pas pensé. Ah ouais, c'est pas bête. » Enfin, moi ça m'a vite gonflé. Et Poilard a un gros défaut. Il ne pense qu'à coucher. Il ne pense qu'au sexe tout le temps. Alors il y a un passage que j'ai trouvé absolument admirable dans le livre. Alors je sais plus quel âge a le héros, il doit avoir 15 ou 16 ans. Et on lui amène une femme pour qu'il connaisse ses premiers émois sexuels, sa première expérience. Et cette femme a 25 ans et on nous la décrit, mais elle avait des rides. Ah oui, parce qu'une femme à 25 ans, elle a déjà des rides. Ah bah je savais pas. Donc déjà ça m'a un peu gonflé. Et j'ai continué à lire, et après quand il commence le périple, ben, le petit gars, ça fait quand même 4 ans qu'il est en formation et qu'il n'a pas eu de relation avec une femme, et au bout de 4 ans, ben, le monsieur, il est temps que, voilà. Il est temps que ça se fasse parce que le monsieur n'en peut plus. Et il nous le fait bien comprendre, et à des moments, ben, il ira bien dans les tentes des petites copines qui sont à côté pour aller se faire du bien parce qu'il n'en peut plus, quoi. Et ça, franchement, c'est ce qui m'a gavé. En plus, à un moment, il croise un arbre dans la montagne avec des fruits, et on compare les fruits au sein gonflé de lait d'une femme. Et j'étais, ouais, enfin... À quel moment c'est pertinent, enfin, Et c'était ça tout le temps, et ça m'a gonflé, et au bout d'un moment, ouais, il croise des trucs, des machins, enfin, j'ai pas accroché. Pourtant, il y a eu de bons retours dessus, donc j'ai lu 150 pages, et je me suis dit, cette année, arrête Laurent de lire, et d'attendre d'arriver à la moitié, et de te dire, bah maintenant que je suis à la moitié, je vais le finir. Non. Je voyais bien que j'avais du mal à y retourner, au bout d'un moment, j'ai dit, allez, c'est bon. T'as pas aimé, c'est pas grave, t'as tenté, ça fait 25 ans qu'il est temps qu'il s'en aille. Donc je me suis dit, j'arrête là. Donc voilà pour mes dernières lectures. Sur ce, ben, moi je vous laisse et je vous dis à plus. Salut.